Et ce lieu est magnifique, il est parfait pour nous, donc on va juste voir un petit peu comment organiser le partenariat. Et puis je remercie tous ceux qui sont venus ce soir pour cette première de cette conférence, première de notre partenariat. Je ne vais pas être très longue parce que notre conférencier a prévu quelque chose d'1h15. En général, les conférenciers, on leur dit vous tenez dans 1 heure, mais là, il a challengé, comme il dit si bien. Alors, notre conférencier ce soir, Philippe Antier, est docteur en microbiologie industrielle. Il a commencé sa carrière en 89 au Mexique en dirigeant le laboratoire franco-mexicain sur les levures ou l'expérimentation. Il nous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis, très rapidement, il s'est tourné vers le sucre. Il est devenu, pendant 4 ans, pendant 6 ans même, il était donc sucrier aux sucreries de Bourbon, ingénieur de production. Et puis il est devenu directeur technique de la Somdia, il supervisait tout le continent africain. Et puis par la suite, il est entré dans une grosse multinationale. Finalement, EDF Man, c'est une multinationale, on peut dire les choses ainsi. Un grand groupe, spécialiste du sucre, du café et de la mélasse, de négoce. Et donc une dizaine d'années où là, il a supervisé l'entièreté du continent américain et une grande partie de l'Europe. Donc nous avons ce soir la chance de recevoir un conférencier qui est un des rares sucriers, je pense, aujourd'hui au monde. Vous n'êtes plus très nombreux à être des grands sucriers comme vous. Enfin, ce soir, on reçoit un grand sucrier, et on est d'autant plus fiers de recevoir que c'est un créole, et qu'on avait envie évidemment d'aborder les questions de notre héritage, des savoir-faire réunionnais concernant cette production de sucre, qui était tout à fait honorable. Et puis on va poser cette question qui compte pour nous, un petit peu quel avenir pour le sucre à La Réunion, sachant qu'on ne peut pas rester indifférent aujourd'hui quand on est un Réunionnais de cette fameuse problématique de la place du sucre et de la culture de la canne sur notre île. Donc nous allons donner la parole évidemment à Monsieur Antier, et à la fin de son intervention, nous allons ouvrir le débat, et là vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous viendront. Donc je remercie Monsieur Philippe Antier, et bonne conférence. Merci Patricia, merci aux amis de l'université de m'avoir challengé. C'était quelque chose que j'ai pris un petit peu sur les pincettes au départ, et puis je me suis pris au jeu et sur un travail technique qu'on va voir ensemble. Donc j'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous de suivre un exposé technique. Je ne suis pas historien. Et donc c'est une vision du développement sucrier de La Réunion avec un axe industriel et économique. Patricia, simplement pour rectifier un petit peu, quand elle disait que j'étais un sucrier, parce qu'elle avait entendu à un moment dans une discussion, on avait évoqué le fait que maintenant je suis plutôt un raffineur, un spécialiste du raffinage du sucre, et il y a très peu de spécialistes français maintenant en raffinage, puisque les raffineries françaises ont disparu. Et malgré tout, à l'île de La Réunion, il y a toujours une petite raffinerie qui est un peu un pied de nez à l'histoire, puisque pendant 200 ans, on ne faisait pas de sucre raffiné à l'île de La Réunion. C'est depuis les années 90 que j'ai eu la chance, avec l'équipe de Bois-Rouge, de démarrer cette petite raffinerie qui fabrique le sucre raffiné pour les industriels agroalimentaire de La Réunion. Alors, d'abord, on va commencer par une petite question. Tout le monde sait, sur toutes les communes de l'île, font de la canne, sauf une. Il y a un village d'irréductibles jeunes qui, 200 ans, se refuse à produire de la canne. Mais bon, tout le reste de l'île s'y est mis, et c'est l'identité, l'imaginaire et la mémoire de La Réunion qui est avec ce développement industriel. Et donc, le grand sucrier qu'évoque Patou, il vient d'une commune qui n'a pas de sucre, Sillaos. C'est toujours des paradoxes. Hein.
commençait par une petite Madeleine de Proust industrielle, c'est-à-dire quand j'étais petit, on quittait Cilaos avec ma famille, qui est de Cilaos, mais qui est aussi de Chambord à Saint-André. Et donc il fallait descendre sur la côte, et quand on arrivait à Saint-Louis, on se trouvait avec les charrettes de bœuf, les bœufs moka, qui tiraient encore, qui emmenaient à l'usine, au Gol, la canne à sucre. Et maintenant, dans mon travail, où j'ai fait beaucoup l'Amérique centrale ou les Caraïbes, et vous avez encore des sites où la canne arrive avec des bœufs. Et c'est toujours un petit pincement quand je vois ça dans d'autres pays, puisque c'est notre histoire. On descendait de Cilaos, on partait jusqu'à Saint-André, on passait devant toutes ces sucreries avec tous les effluves et les parfums qu'il y avait de sucre. C'est la grande chance de la canne, où ça sent quand même très bon par rapport à une sucrerie de betterave. Voilà, donc je voulais ce petit souvenir de La Réunion, de mon enfance. Et on va travailler, on va partir sur cette histoire du sucre à La Réunion, qui démarre en fait, qui n'a que 2 siècles, elle est très récente, l'histoire du sucre sur notre île. Et pourtant, elle a un dynamisme qui a créé une spécificité propre à notre île que je vais développer. Avant de partir, on fasse un petit peu la synthèse de cette présentation, une brève histoire du sucre dans le monde, puisqu'il faut savoir pourquoi le sucre est arrivé à La Réunion au XIXe siècle, essentiellement. Pour moi, c'est là où le boom technologique va se faire. Et ensuite, au travers de ces 2 siècles, le savoir-faire et technique et humain à l'île de La Réunion dans cette industrie, avec bien sûr ces 30 dernières années et ces 40 dernières années l'industrie sucrière d'aujourd'hui telle qu'on la connaît, et les enjeux et défis que Patricia a présentés. Donc les enjeux et défis pour La Réunion, où je donne quelques pistes en ce qui me concerne, mais bien sûr le débat est ouvert et chacun aura sa position, des questions à mettre sur la table. Alors, rapidement, je vais sur un petit diagramme simplifié de la sucrerie de canne. Pourquoi? Parce que l'industrie sucrière, il faut savoir que c'est l'industrie agroalimentaire la plus complexe. On regarde d'un œil un petit peu supérieur les sucriers, une laiterie, une rhumerie, l'industrie agroalimentaire de base, une brasserie, parce que la complexité pour faire du sucre est énorme. Il y a au niveau compétences réunies, je dirais c'est un creusot d'ailleurs qui sert souvent dans les pays comme base pour venir puiser les ingénieurs compétents dans tout ce qui est principe physico-chimique de séparation et d'extraction. C'est ce qui fait, je dirais, pour moi, la beauté de cette industrie, parce qu'on est, on est toujours challengé chaque année. En plus, on travaille avec la matière végétale, donc vivant, et comme vous savez, donc avec des aléas climatiques et autres, qui font que chaque campagne sucrière redémarre sur de nouvelles bases techniques. Donc c'est simplement pour le suivi ensuite de la présentation, je reviens je vous montre la sucrerie moderne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la préparation de la canne, avec de la brosse mécanique à l'avant-usine pour préparer cette canne qui est un matériel très dur à traiter comparé à la betterave. L'extraction où on va séparer le résidu solide, la bagasse et le jus de canne, le premier jus au moulin, au premier moulin. Et bien sûr, avec cette bagasse, vous savez, donc la problématique énergétique, avec la bagasse, on a cette chance de valoriser ce sous-produit en vapeur et en énergie électrique. Ce jus de canne, évidemment, lorsqu'il sort en première pression, il faut faire une épuration, donc une décantation, et c'est le seul moment où le sucrier a la possibilité de travailler son jus pour lui donner les meilleures caractéristiques possibles pour qu'on puisse aller ensuite dans les procédés d'évaporation, de cristallisation. C'est-à-dire si on travaille mal sur cette étape, on paye les conséquences pour l'extraction du sucre. Donc ensuite c'est l'évaporation, puisqu'on est avec un jus, on a une purée, on a enlevé les protéines et les colloïdes. L'évaporation, c'est simplement enlever entre guillemets, simplement enlever de l'eau.
et pour arriver au sirop, et les Réunionnais savent le fameux sirop à la cuite qu'on retrouvait, l'ouvrier pouvait discrètement sortir du site avec son sirop à la cuite sous les bras pour la famille. Et on part donc sur l'étape de cristallisation. On va avoir une autre phase, cette fois-ci de liquide qui va passer en cristallisation, de forme liquide, le saccharose va passer sous forme cristallisée. Il faut aller ensuite faire une séparation liquide-solide, de nouveau, par la centrifugation, un séchage, et vous avez ce sucre vrac, historiquement à La Réunion, qui part donc en Europe, et une petite partie de ce sucre roux est notre sucre traditionnel qu'on a consommé, qu'on consomme depuis 200 ans à l'île de La Réunion. Dans notre histoire, elle démarre, moi je fais démarrer donc, cette présentation au XVIIIe siècle, et malheureusement on n'aura jamais les yeux de chimène pour la France, je suis désolé de vous le dire, ce sera les yeux de chimène pour la France et la perle des Antilles. Peut-être cette carte est volontairement un peu floue, pour voir si vous reconnaissez cette île. Oui, Saint-Domingue, Haïti. Voilà. Alors elle aura un petit prix, on va lui donner un du Mexique. Voilà, donc on pourra faire ses gâteaux. C'est déjà réservé pour madame. Donc Saint-Domingue, alors c'est pas encore Haïti au XVIIIe siècle, c'est Hispaniola pour la colonie espagnole. Et donc des flibustiers français vont s'établir ici en 1630 et en 1660 c'est devenu une colonie française. Et au XVIIIe siècle, c'est la première valeur industrielle au monde, et ça c'est l'île qui a la plus de valeur ajoutée au monde, comme aujourd'hui on peut regarder le Moyen-Orient sur son pétrole et son gaz, tout le monde regardait Saint-Domingue. Et donc au cours de cette présentation sur le XVIIIe, pour vous donner une petite image de comment on faisait le sucre au XVIIIe siècle. Alors, il y a toujours ces lithographies et on retrouve ces moulins verticaux, ces marmites et beaucoup d'esclaves évidemment. Donc quand on parle de Saint-Domingue par exemple, c'est 500 000 esclaves. Voilà la tragédie au niveau humain. Donc c'est 500 000 personnes pour 30 000 blancs et 30 000 métis. Donc sur un siècle d'histoire de Saint-Domingue, pour 800 micro-sucreries qui vont fournir tout le sucre à l'Europe. Une chose qui est importante au XVIIIe siècle et à mentionner, c'est pour les masses, vraiment pour les travailleurs, les ouvriers, on commence à consommer du sucre en Angleterre, à boire du café aussi qui se répand pour les petites gens. Et donc sucre, café et thé, on trouve que le café est amer, on met du sucre et en même temps pour les travailleurs, c'est de l'énergie qu'on donne à ces gens et on oublie bien sûr tous les problèmes de carie et autres qui vont se développer puisqu'on n'avait pas cette habitude alimentaire. Donc on est sorti du sucre au XVIIe, etc., où c'est l'aristocratie qui se faisait des grandes fiestas avec le sucre et des chefs gastronomiques qui préparaient cela. Alors pour vous donner une idée de ce que c'était la production de ce sucre et la difficulté, aujourd'hui ça existe encore. C'est-à-dire cet échantillon que je vous ai donné, c'est un pain de sucre, c'est celui au Mexique, on appelle ça le piloncillo, mais vous l'avez dans plus de 26 pays au monde. Une population consomme encore traditionnellement ce sucre. C'est pas quelque chose, comme on dit, un délicatessen, c'est pour vraiment de la vie sociale dans les villages. En Inde, c'est 7 millions de tonnes de ce type de sucre. On ne connaît pas, je fais la différence avec le sucre industriel, qui est le sucre granulé. Et donc ce sucre qu'on produisait à l'époque, c'est sous cette forme, c'est-à-dire des pains de sucre. Et par exemple ici, c'est ce qu'on appelle la panela en Colombie, avec le tampon de la petite famille, de la petite coopérative qui le produit. En Colombie, qui fait 4 millions, 3,5 millions, 4 millions de tonnes de sucre granulé, vous avez 1 200 000 tonnes de sucre sous cette forme qui est consommée localement par les familles et chacun, un peu comme nous, on a notre boulangerie favorite. Vous allez acheter votre piloncillo chez telle ou telle petite coopérative qui vous correspond le mieux. Et en Inde, donc, je vous ai dit, c'est 7 millions en production. Donc, je vous fais une petite vidéo, évidemment, maintenant on est sur une traction mécanique. Je vous montre deux exemples.
Ça, c'est à droite en Inde. Et ici, le piloncillo au Mexique par des petites familles qui travaillent ce sucre. Et quelque part, ben, l'esclavage, derrière ça, c'était exactement dans les mêmes conditions, à part l'aspect maintenant, bien sûr, qu'on a de la puissance électrique et des moteurs derrière. Mais dans le principe, vous voyez les marmites, encore en Inde, sur une petite installation sommaire familiale. Le sirop qui est évaporé à l'air libre, avec toutes les difficultés qu'on va voir, parce que c'est-à-dire là ici une filtration sommaire sur une toile d'inox. Vous voyez cette pression, bon, c'est une bagasse qui passe à une seule pression, là, on va aller faire son feu. Et la difficulté pour les gens et pour les esclaves à l'époque, quand vous faites ces marmites et que vous travaillez dans ces conditions, eh bien, il fait chaud, il y a les risques de brûlure et autres sont quotidiennes, en plus du traitement de l'époque, mais c'est pour vous montrer un petit peu cette tradition qui perdure, j'espère bien sûr dans d'autres conditions en Colombie et au Mexique, mais il y a encore toute une population en Inde qui fabrique aussi ce goût, qu'on appelle en Inde, et qui est, je dirais, un héritage de ce type de procédé. Donc là, ici, vous voyez, il est en train de sortir ces petits moules de sucre. Ces petits moules de sucre, comme ici, vous le trouvez dans n'importe quel supermarché, au Mexique, en Colombie ou en Amérique centrale. Donc notre histoire, elle va démarrer donc, en partie à cause de la perte des Antilles, puisque juste avant, c'est le premier producteur de sucre au monde. Et il faut savoir qu'un tiers de la richesse de l'Europe, au XVIIIe siècle, est basée sur le sucre. Hein, donc vous avez une puissance économique, toutes les villes côtières de France vivent à cause du sucre. À Saint-Domingue, c'est 3 bateaux par jour. Donc il y a encore quelques années, c'était les 3 avions qui arrivent à Gilo. Hein. Donc si vous vous rendez compte de la puissance marchande qui se passait là, le sucre était principalement donc, la première base économique. Bien sûr, Saint-Domingue produisait aussi de l'ébène, de l'indigo, du café, mais ce qu'on venait chercher avant tout, la richesse de la France était Saint-Domingue. À tel point que Voltaire dira, alors en fait, il y a des gens qui disent qu'il n'a jamais prononcé cette phrase, pour quelques arpents de neige, on peut bien céder quelques arpents de neige aux Anglais, alors qu'ils nous avaient mis une rousse quand même en 1763, et dans les accords, on perd le Canada, donc quelques arpents de neige, c'est le Canada, l'Ohio et en fait la Louisiane réunis. Donc c'est plutôt quelques millions de kilomètres carrés, mais on gardera Saint-Domingue parce que c'est le besoin économique pour la France. En 1804, l'histoire va s'arrêter avec la première révolution noire et qui va partir sur la République d'Haïti. Donc Haïti va être le deuxième pays indépendant d'Amérique avec les États-Unis. Et se trouve pour l'Empire français, malgré tout, à devoir regarder ce petit confetti de l'océan Indien, puisque quelques années plus tard aussi, il prend, je dirais, il fait une deuxième fois à profil bas, puisqu'il perd l'île de France, et qui était son deuxième producteur de sucre. Donc, les gouverneurs d'ailleurs s'installaient à Maurice et considéraient la Réunion, bon, comme ok, on fait un peu de nourriture, c'est une base maritime pour se refaire une santé quelque part, mais le sucre qui se développait, c'était à l'île Maurice. On perd l'île Maurice, on perd Saint-Domingue. Le café est une culture problématique sur l'île avec les cyclones en 1806-1807 qui s'appelleront les Grandes Lavasses, donc avec une érosion énorme des sols. Et il faut développer maintenant le sucre, où jusqu'à maintenant, il y avait quelques petits embryons de sucrerie ou rhummerie à La Réunion, et on faisait donc l'arac, que j'espère que certains d'entre vous ne connaissent pas, parce que sinon c'est un consommier un petit peu du mauvais alcool de Bourbon. Donc le fameux arac qui était fortement taxé. Et on va demander à La Réunion du jour au lendemain de créer une économie nouvelle, l'industrie sucrière. Mais cette industrie sucrière, cette chance qu'on va avoir, c'est avec certains hommes. Alors on est toujours bien sûr avec l'esclavage jusqu'en 1848. Il y aura plus de 60 000, je pense, quand les historiens me corrigeront,
sur cette période qui arriveront des esclaves, et ensuite la main-d'œuvre affranchie et les engagés, comme vous savez, sur la deuxième partie du XIXe siècle. Mais moi, sur mon approche de ce XIXe siècle, c'est qu'on est vraiment sur une industrie qui est en train de naître, et ce sont des start-up. Parce que vous allez partir d'une page blanche dans l'industrie sucrière, il n'y a pas de modèle à copier, et quelque part, il y a une intelligence de l'île pour se dire on est confronté à cette problématique, on va développer notre savoir-faire. Et on connaît tous, ou plutôt Madame de Bassin dans l'histoire, mais au départ, la première sucrerie, c'est 1815, sucrerie du Chaudron, avec Charles de Bassin. Et Charles de Bassin, pour les de Bassin, c'est une famille, une puissance aristocratique ou grande bourgeoisie, je ne sais pas le terme qu'il faut choisir, mais ils ont une très grande fortune. Charles est passé, ils ont des intérêts à New York, dans le Maine, dans les États des États-Unis. Et bien sûr, une éducation tout à fait de très haut niveau. Et Charles développe un intérêt fort pour la chimie. Et comme la Réunion est en train de basculer sur quelques années sous empire, sous pavillon britannique, il va aussi côtoyer Londres et connaître ce qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qui est en train de se faire au début du XIXe siècle? C'est la révolution industrielle en Europe. Donc des grandes familles vont émerger en Europe et vont faire leur puissance économique et industrielle. Et la Réunion, à son échelle, aura ce développement capitaliste avec certains hommes. Et je dirais, voilà, ce ne sont pas des rentiers des îles, comme qui a pu se passer sur d'autres îles. On va rester sur j'exploite jusqu'au maximum mes esclaves, et il n'y a pas de vision industrielle ou d'amélioration sociale. Malgré tout, Charles des Bassins, quand il va revenir à la Réunion avec une première idée et une première machine à vapeur surtout très importante qu'il va prendre chez les Anglais, et ce sera la première usine entraînée avec un moulin à vapeur. Donc le moulin, déjà il prend un moulin de fer, et ce moulin de fer, donc, pour son entraînement, ce sera un 6 chevaux avec une machine à vapeur anglaise. Et il restera pendant 30 ans ou 40 ans le leader technique et du développement industriel. C'est-à-dire tout le monde se met un peu derrière Charles de Bassin, comme en Amérique, il y a eu un Edison ou autre. C'est-à-dire on se rend compte que c'est ce monsieur qui apporte le savoir technique pour avancer dans cette industrie. Autour de lui, il va se créer bien sûr des empires industriels. Tout mon exposé va se faire sur ces empires industriels du Sud et du Nord. Donc je prends le cas de la famille Bélier-Monrose qui va développer Bois-Rouge et bien sûr toute une histoire familiale sur les sucreries du nord-est de l'île. Et au sud, ce sera Kervegen, Claude Kervegen, qui au départ est un négociant qui va acquisition de terre, acquisition d'une première sucrerie. On est rapidement sur une explosion des micro-sucreries. On est en 1830, je pense, autour de 180 micro-sucreries. Moi je dis micro-sucreries dans les textes des historiens qui parlent de sucreries. Il y a eu beaucoup de développement économique à ce moment-là. Et quand vous avez un boom technologique, comme pour Internet, il y a des fausses pistes qu'on va suivre ou pas sur ce développement industriel. Mais ce développement industriel qui soit excessivement très réussi ou pas, ce sont les Réunionnais qui vont se donner les moyens. C'est-à-dire, ok, on s'appuie sur le savoir-faire français, mais on cherche les ingénieurs qu'il faut pour développer notre économie. Alors je vous présente rapidement donc, la machine à vapeur de base. Donc on fait le principe de partir en surchauffe sur un feu et donc de la vapeur qui va générer le lien avec la force mécanique pour aller entraîner les moulins. Là c'est sur une île plutôt des Caraïbes, une trace, une machine à vapeur. Donc, il faut se rendre compte que quand Charles de Bassin fait cette approche avec les Anglais, il y a quelques sucreries dans les Caraïbes, sous dominance anglaise, qui sont en train de basculer sous le modernisme de la machine à vapeur. Donc rapidement, le Golfe, Bois-Rouge vont suivre. Alors, paradoxalement, dans l'histoire, c'est deux usines qui se créent en 1817 et qui vont bien sûr suivre Charles de Bassin. Et rapidement, il y a deux hommes clés qui sont pourtant peut-être un peu dans l'oubli dans l'histoire réunionnaise. Vous avez, je pense, très peu d'entre vous connaissent Wenzel et Guimard.
Et ce sont deux Français qui vont avoir une base, qui vont être des ingénieurs, qui vont développer ce savoir-faire industriel, qui vont accompagner. La première innovation, c'est celle de ce qu'on appelle la batterie Guimard, et qui est donc de faire, plutôt que les esclaves passent de marmite en marmite et qu'on concentre cette solution sucrée, on va faire un feu continu avec une bouche de feu ici. On va alimenter et elle va passer sous un conduit vers la cheminée. Et par un système de soupape entre tous les bacs, on va continuellement concentrer notre solution sucrée du jus le plus clair, le premier jus de canne, jusqu'à ce sirop qu'on recherche, ou un peu avant au niveau du Brix. On ne rentre pas dans les considérations plus chimiques et techniques, mais cette avancée-là, ça veut dire moins d'hommes derrière, un procédé qui va beaucoup plus vite, moins de risques. Son grand défaut sur cette batterie Guimard, c'est que Wetzel est un autre polytechnicien français qui va faire un premier séjour à La Réunion en 1810, et il reviendra avec Charles Desbassins. Il y aura des négociations avec le gouverneur pour savoir combien il est rémunéré, etc. Et il va rester et il va développer, comme c'est un polytechnicien de haut niveau, toute la base technique, il va définir toute la base technique de l'extraction du sucre. Pour arriver, ce sont des concepts moi, qui m'ont intéressé quand j'ai lu, puisque c'est vraiment c'est la base d'une industrie, c'est-à-dire comment être rentable. J'ai 100 tonnes de canne qui arrivent, 10 tonnes de sucre, combien je peux espérer en extraire 7 tonnes, 6 tonnes, 5 tonnes. Voilà, c'est le rendement industriel, et ce sont des bases industrielles, des bases techniques qui vont démarrer à La Réunion. Ces deux hommes et leur savoir-faire ici, ça c'est la machine de Wetzel, où on reste en feu vif, mais on essaye de cristalliser le sucre. Il a compris qu'il fallait éviter la caramélisation. Un des problèmes du sucre, c'est que si vous le laissez, vous le voyez bien dans votre cuisine, si vous laissez la solution sucrée, elle va brunir, et puis au fur et à mesure prendre une teinte encore plus foncée, parce que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle de l'inversion du sucre à haute température, et le saccharose se détruit, il devient du glucose et du fructose. Et donc, Wetzel va se moquer un petit peu de Guimard. Bon, ça c'est la petite histoire dans l'histoire, en disant oui, mais vous n'avez pas compris qu'il fallait, votre batterie elle est intelligente, mais il faut d'abord, avant tout, faire de la défécation du vesou et pour purifier ce jus, et ensuite partir sur le process et la filtration et sur certaines idées des principes sucriers. Alors ce qui m'intéresse, que j'ai relevé dans ces 13 principes à Wetzel, c'est les plus importants, puisque c'est encore, je dirais, le quotidien de la sucrerie pour nous, faire qu'il y ait le minimum de sucre qui soit perdu dans les écumes qui repartent au champ, c'est au niveau de l'épuration. La défécation du vesou, comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là où vous faites un travail excellent ou médiocre pour améliorer votre qualité de jus, pour aller en évaporation. La clarification au noir, alors ça j'y reviendrai un petit peu plus tard, c'est la partie décoloration et donc raffinerie. Mais c'est 200 ans d'histoire où pour décolorer une solution, on utilisait la clarification en noir animal. Alors, tout le monde sait ce que c'est que le noir animal ou... Le noir animal, malheureusement, c'est les carcasses des bestiaux, et il y en avait beaucoup à l'époque. Les carcasses des bestiaux, on récupère les os, et ces os, ce carbone, on va le calciner. Et cette calcination des os, vous allez avoir les résidus carbonés. Et ce carbone, quand il est trop fin, très fin, c'est comme si dans 1 gramme de charbon, vous avez un terrain de football en superficie. Donc vous voyez un petit peu la disponibilité, la porosité de ce charbon. Et il se régénère. Vous le remettez au feu, vous le régénérez et vous l'utilisez. Donc c'est la partie, pendant longtemps, ce sera dans le process de raffinerie. Alors il va se poser tout de suite un conflit pour les industriels. C'est-à-dire la Réunion, on va se rendre compte que quand on veut faire un sucre de qualité, quelque part les Européens ils vont rechigner, ils vont mettre des taxes. Pourquoi? Parce qu'on veut garder la marge en Europe et on va faire les raffineries en France. Alors, quelque part, l'histoire de la Réunion, on a l'habitude de notre sucre roux, c'est parce qu'on est votre savoir-faire, vous l'arrêtez là, vous faites le sucre roux, on va ramener ça en Europe, on va raffiner. Bon, je schématise un petit peu, mais on va faire le raffinage en France, pour faire la marge en France. Mais les gens, que ce soit dans les Caraïbes ou autres, ont essayé plein de choses pour raffiner le sucre. Ils ont essayé de l'albumine, avec des œufs,
Il devait avoir une consommation d'œufs importante. Ils ont essayé le sang de bœuf. Donc, dans le sang de bœuf, il y a aussi de l'albumine, donc il sert pour précipiter les protéines. Et donc, c'était des techniques qui étaient déjà sur certaines exploitations, on voulait développer, mais qu'il y avait un petit peu, je dirais, des garde-fous sur les... Alors, on mettait des taxes, tout simplement, pour pas qu'il y ait un sucre trop raffiné qui arrivait en Europe. Mais Wetzel avait déjà compris tous ces principes et travaillé sur ces bases-là, à tel point qu'à un moment, il y avait une vision aussi de... Alors ce qui est intéressant avec Charles de Bassin et Wetzel, c'est qu'on dit on va diffuser ce savoir. On n'est pas, je ne suis pas en train de garder mon industrie entre 4-5 personnes, mon savoir. On va aller diffuser, alors bien sûr il faut se rémunérer, mais on va décider qu'il y ait des usines pilotes, modèles, qui vont utiliser cette technologie de Guimard améliorée avec Wetzel. Et ils vont faire l'usine sur les Saint-Gilles-Léo et avec Madame Bassin. Donc, et on va développer pour que les autres sucriers viennent voir comment on peut améliorer le process. Alors, il y a eu cette partie-là, et comme je vous parle de révolution industrielle, il y a d'autres, ça c'est le schéma de base qu'il y avait donc sur le vaisseau que je vous ai fait, là, la batterie Guimard, on passe à Wetzel, etc. Les purgeries pour faire le pain de sucre, et on envoie tout ça dans les colonies. Donc les purgeries le pain de sucre va être remplacé par ce qu'on appelle la turbine hydroextractrice. Il viendra la centrifuge. Alors Wetzel n'est pas resté dans nos noms parce que, et pourtant son savoir-faire, on l'a exporté. Je dirais, quand je parle que la Réunion était à la pointe industrielle au monde. Les Portugais ont exporté, ont pris la technologie pour le Brésil. On a ramené cette technologie aux Caraïbes, enfin dans tous les pays sucriers, et on s'est servi du modèle technologique de la Réunion. En même temps, bien sûr, ça foisonne dans les idées industrielles, et une usine à Saint-André, qui s'appelle la Nouvelle Espérance, elle part sur une nouvelle base technique. On part sur, alors je viendrai sur deux matériaux, qui est la cuisson sous vide et les chaudières triple effet. Alors ça fait un petit peu pour vous là pour l'instant, boîte de Pandore, ou comment on va faire cette cuisson du sucre. On va travailler sous vide simplement pour éviter justement les hautes températures, mais il faut des appareils résistants. Donc il faut mettre au point, c'est une technologie beaucoup plus chère, mais ça va se faire sur certaines usines et ceux qui ont des capitaux. Et un groupe français derrière cela, un monsieur Desrolles et Caille. Alors pour ceux qui sont dans l'industrie sucrière, ils savent qu'aujourd'hui, c'est 200 ans d'histoire aussi, parce que c'est un groupe français qui s'appelle Fives Caille, Fives Babcock, Fives Lille. Ce sont des noms de quartiers aujourd'hui à Lille. Les ch'tis doivent savoir cela. Et le nom restera, surtout le Caille, le nom Caille restera donc 200 ans d'histoire, il est encore présent aujourd'hui dans le groupe Fives. Et Desrolles était le leader technique à l'époque. Ce qui est intéressant dans la Nouvelle Espérance aussi, c'est un nouveau concept industriel, c'est-à-dire ceux qui vont faire cette usine à Saint-André, pour la première fois, on dit bon, moi je ne suis pas un exploitant, je n'ai pas des champs de canne et une sucrerie. Je pars sur un modèle, je construis une sucrerie et j'achète la canne avec des planteurs. Et donc pour la première fois, ce concept de je prends ma canne chez un planteur, il me dit combien il veut sa canne, moi je la traite, je fais mon sucre. Je suis simplement industriel. Et quand ils font cela à la Nouvelle Espérance, il y a des actionnaires derrière, mais ils s'appuient sur une technologie forte. Tellement forte que c'est encore la base aujourd'hui de l'industrie sucrière. C'est-à-dire qu'on travaille sous vide, et la chaudière triple effet, je vais vous la présenter parce que c'est un personnage remarquable qui mérite d'être reconnu, qui s'appelle Norbert Rieu. Alors il y en a peut-être un deuxième qui connaît, pas la même personne, qui connaît Norbert Rieu ou pas? C'est pas un Réunionnais, c'est pas un Français. Alors si c'est un Français, c'est un petit métis. Alors petit métis, peut-être le terme n'est pas approprié, c'est un métis simplement, d'une esclave et donc d'un propriétaire blanc en Louisiane. Et ce jeune homme, il est remarquable, il est très brillant. Son père se rend très vite compte qu'il a une grande tête, une grosse tête en face de lui. Et il va dire, ce gars-là, je vais l'envoyer à Paris dans les grandes écoles. Et Norbert Rieu va partir, à l'époque, quand on est sur la révolution industrielle, il va partir sur les cours
de thermie qui sont en train de se mettre en place avec la machine à vapeur, etc. Toute l'énergie, les calculs thermiques autour de la vapeur qui se mettent en place, des expériences. Et il aura lui-même sa propre puissance mathématique et technique pour valoriser ce savoir. Et il se rend compte très vite qu'un des problèmes de l'industrie sucrière, c'est qu'on est en train d'évaporer toujours à l'atmosphère, et cette énergie, cette vapeur qui sort, on ne la récupère pas. Alors c'est ce qu'on appelle la chaleur latente, qui est dans une vapeur. Et son idée, toute simple a priori, c'est de dire comment je vais collecter cette vapeur, ensuite continuer en maintenant un delta de température dans mon jus qui a été plus concentré, l'envoyer dans un deuxième effet et continuer à évaporer mon jus. Parce que si vous restez à 100 degrés, vous n'évaporez plus rien si vous êtes à un équilibre thermique de température. Et donc, en faisant cela et en mettant au bout un appareil qui me permet, un appareil pour laquelle une extraction pour faire le vide, je continue à évaporer. Alors j'ai chuté en température. C'est un peu comme quand vous montez au piton des neiges. Si vous faites bouillir vos œufs, vous n'avez pas besoin d'atteindre les 100 degrés. Votre eau, elle bout à plus basse température puisque vous êtes à 3000 mètres. Et ainsi de suite en fonction du delta de pression. Donc, en travaillant sur ce simple principe, il développe toute la théorie. Et je dirais, ça marque ce brevet. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, où on est en train de parler de décarbonation ou d'économie d'énergie, toute l'industrie agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, chimique travaille sur ces principes des triples effets. Alors lui, il avait démarré sur un triple effet. Aujourd'hui, vous avez des usines qui sont sur 10 effets, 11 effets. Alors pourquoi multiplie-t-on les effets? Simplement pour une loi, il va avoir deux grands principes dans l'extraction de Norbert-Rieu, c'est-à-dire que normalement, pour 1 kg de vapeur, vous évaporez 1 kg d'eau. Mais quand vous êtes en triple effet, 1 kg de vapeur, vous évaporez 3 kg d'eau. Donc vous vous rendez compte tout de suite de l'intérêt si vous avez arrivé à développer ces corps d'évaporation. Si vous vous souvenez de la première figure, on voyait plusieurs corps d'évaporation, parce qu'il faut aller sur 4 effets, 5 effets, 6 effets pour aller sur des économies d'énergie. Et le deuxième principe, c'est qu'il y a une économie d'utilisation thermique, c'est-à-dire, ok, je continue à évaporer pour faire mon sirop, mais en même temps, j'ai besoin de réchauffer ce jus. Donc ce sont les échangeurs thermiques qu'on utilise dans beaucoup de procédés. Et donc ces échangeurs, le principe, pour commencer à chauffer un jus, vous n'avez pas besoin de vapeur à 100 degrés. Si vous voulez chauffer de quelque chose de 30 à 70 degrés, pour une certaine que vous avez vu sur des usines plus modernes, qui vont partir sur ces principes et qui sont le futur. Malgré tout, ce développement, qui dit nouvelle technologie, dit investissement. Et donc, que ce soit l'évaporation triple effet, la turbine à sucre ou l'appareil à cœur sous vide ensuite, ça demande de l'argent pour les industriels. Alors, quand je regardais un petit peu dans l'histoire du 19e siècle, des articles parlaient de frilosité de l'industrie sucrière à ce moment-là, de basculer sur ces nouvelles technologies. Bon, moi j'ai un petit peu plus une vision peut-être industrielle. Il n'y a pas de frilosité, c'est que quand vous avez, comme pour n'importe quel budget familial, vous avez des économies avec vous, vous pouvez emprunter ou vous ne pouvez pas emprunter, ou vous avez de quoi investir ou pas investir à un moment donné, et donc ça ne se fait pas comme ça. Même aujourd'hui dans l'industrie sucrière, vous avez dans toutes les usines du monde, vous avez parfois des appareils ultra modernes dans certains secteurs, et puis vous avez des machines qui tournent depuis 60 ans, parce que ça continue à fonctionner, et puis si on fait le test de rentabilité, il faut avoir un retour, comme on dit, un retour sur investissement. Donc certains, bien sûr, il y aura la restructuration, il y aura une rationalisation de ces 180 sucreries, mais petit à petit, donc, on va aller vers cette technologie moderne de la sucrerie. Et quand vous voyez donc la batterie Guimard et la chaudière triple effet, bon, je vous ai montré un peu des ordres de prix que j'ai pris sur Internet, donc la source de M. Le Ferrier. Qui est là ce soir. Qui est là ce soir. On remercie. Non. Oui. C'est discret. Les grands spécialistes. Donc je remercie pour pas trop me violenter sur le copyright. On arrive en 1860 avec un pic, l'apogée déjà du sucre sur ce siècle-là à La Réunion, 78 000 tonnes produites. Bon, mais comme tous les empires, comme on sait, ils sont fragiles, c'est pas toutes les sociétés qui passent les siècles.
et plusieurs phénomènes vont faire que La Réunion va tomber vraiment en une industrie qui va partir en déliquescence. Donc en 40 ans, on va être ensuite la risée quelque part des industriels sucriers, puisque au Natal, en Afrique du Sud, l'industrie sucrière est en train de se développer. À Java, les Hollandais sont en train de construire aussi, bien sûr, leur technologie, et il y a un bond sur l'île de Java. L'île Maurice, à l'Empire britannique, à fournir en sucre. Donc il y a le prix du sucre à l'île Maurice se vend, enfin le sucre de l'île Maurice se vend 4 fois ou 5 fois plus cher que celui de la Réunion. Et entre les maladies et également, bon, je n'ai pas évoqué, on oublie toujours certains secteurs d'histoire. En France, il y a eu l'industrie de la betterave donc, qui s'est développée. Et en 1860 aussi, cette industrie a commencé à être mûre et à produire énormément de sucre. Et donc, le confetti de la Réunion, le confetti de l'Empire, il embête un petit peu et il devient problématique. Et certains se posent aussi la question, on est arrivé à 56 000 hectares de canne aujourd'hui. On est à 22 000 hectares de canne à La Réunion. Il reste 22 000, on était encore il y a peu à 25 000 hectares de canne. Vous voyez qu'en 1860, cette explosion sucrière, c'est 56 000 hectares. Et donc, à un moment, il y a évidemment une des problématiques de La Réunion, elle est là depuis 2 siècles. Est-ce qu'on part sur l'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'on fait une monoculture? Donc ces problématiques, on va continuer à voir, vous aurez mon avis et on pourra en discuter. Donc on en est arrivé là avec cet effondrement du marché sucrier par rapport aux taxes, par rapport aux maladies de la canne, à la betterave. Et je passe maintenant au XXe siècle pour aborder, on est en piteux état au début du XXe siècle. On est une industrie en piteux état et survient la Première Guerre mondiale, avec la destruction de tous les champs, pratiquement tous les champs de betteraves en France et en Europe, et donc l'industrie betteravière, elle est aussi moribond, sortie de la guerre de 14-18. Et à ce moment-là, donc, les Réunionnais vont profiter pour relancer cette industrie et réalimenter la France en sucre. Alors, des empires disparaissent, comme l'empire Kervegen, qui a fait, c'était vraiment donc, le plus grand industriel capitaliste à La Réunion, enfin, et avec le potentiel canne et usine, avec une vision industrielle. Il y avait donc 3 générations. D'abord le père en 1800 qu'on a vu, et ensuite les fils et petits-fils successifs vont développer ce savoir-faire de l'empire Kervegen. Mais d'un coup, à la 3e ou 4e génération, il y a comme entre les déboires amoureux et politiques que j'ai lu un petit peu dans les dossiers des historiens, font que cette famille, d'un coup, elle décide de tout lâcher. On quitte, on devient rentier, on dit bon, bah, maintenant toutes ces usines, c'est combien sur un chèque? Et ce seront des industriels mauriciens, en partie avec d'autres actionnaires, qui vont racheter tout l'empire, toutes les usines Kervegen. Et les Mauriciens vont se débarrasser des usines qui pensent les moins performantes. Donc on est à la fin d'une époque aussi, Kervegen, c'est le 19e siècle, avec cette notion de la grande bourgeoisie, les grands rentiers. Et au XXe siècle, c'est le syndicalisme qui est de plus en plus présent. C'est le droit à avoir une meilleure vie pour tout le monde. Et donc, dans l'industrie, une meilleure rétribution des charges et du retour des salaires pour chacun. Et donc, il y aura une nouvelle classe d'entrepreneurs locaux qui vont apparaître. Et je souligne 2 personnes sur cette partie de l'histoire du début du siècle, du XXe siècle. C'est Léonus Bénard et versus Ibrahim Payet, parce que tous les deux, dans leur... encore une fois, il y a comme une opposition sud-nord. Léonus Bénard, donc d'abord c'est 2 businessmen, hein, ce sont des businessmen, ils vont pareil de petits négoces de tabac et autres, acquérir les usines qui sont moribondes, je redresse une usine moribonde et je peux racheter une autre, et ils vont construire, en fait, Léonus Bénard va partir d'abord sur l'usine les casernes et Pierrefonds, avant de s'attaquer au Golfe. Et Ibrahim Payet, qui est quelqu'un du cirque de Salazie, va partir sur les usines donc, du nord-est
Et petit à petit, quartier français, Grand-Bois, Beaufort, on va avoir des intérêts autour de ces sites, je ne sais plus jusqu'à quelle répartition dans chaque sucrerie. Et quelque part, ce sont des leaders techniques, mais aussi des leaders politiques à La Réunion qui vont s'opposer un peu, des républicains, avec plus ou moins des visions différentes. Et Léonus Bénard, quelque part, à un moment, avec sa succession, il a fait, je dirais, il a fait ses affaires, il est devenu un riche homme d'affaires. Et de la même façon que Kervegen, je retire mes billes et je vais sur la Côte d'Azur. Hein, donc on rentre, on vend toutes ces billes et on va profiter de la Dolce Vita. Et avant cela, lui, il aurait aimé, d'ailleurs, il met en gestion ses sucreries à La Réunion, et les gestionnaires qui sont à La Réunion, maintenant il y a un savoir-faire sucrier, et ceux qui ont le leadership de ces usines, ils disent, mais monsieur, il faut revoir les conditions de salaire, il faut refaire des investissements, il y a des décisions à prendre chaque jour et chaque année, et ils se rendent compte que, voilà, il est parti en Europe, et La Réunion devient, je dirais, enfin, il vit sur sa fortune, et il dit, bah, débrouillez-vous à gérer cela, quoi. Bon, je caricature certainement certaines parties, mais c'est un peu ça, dans l'histoire. Alors qu'Yvan Payette, c'est un leader politique engagé dans l'Ouest, il veut aussi l'amélioration sociale pour les gens, et on l'appellera à un moment, il aura le titre de Sarda Takamaka. Donc, pour vous montrer, donc, avec la référence à Sarda Gariga, donc c'est un leader charismatique à La Réunion, politique. Alors des fois on devient un peu trop présent sur la scène, et vous savez, en politique il faut rester discret. Et donc ça lui amènera des déboires dans la gestion de quartier français, à tel point qu'à un moment donc, on lui demandera de se retirer, et il repartira sur Salazie. Mais je mets le titre ici, le contingentement c'est la mort, parce que c'est une phrase qu'il a crié, en gros, en se bagarrant avec Léonus Bénard, qui voulait quelque part qu'on reste sur nos rentes, on prend nos sucres, on maintient les gens dans leur position sociale, et on ne fait pas trop de bruit, on ne cherche pas à faire évoluer les choses, on gagne tant d'argent sur tant de sucre chaque sucrerie, on en reste là. Et Yvan Payette, ce n'est pas cette vision-là, c'est quelqu'un qui veut dynamiser l'industrie sucrière, il se rend compte qu'il y a un potentiel économique derrière, et lui il voudrait que on revienne sur une expansion du sucre, parce qu'il y a le marché qui attend que ça, jusqu'en années 50-60, il faudra développer le sucre pour le marché européen. Donc, ces sucreries vont passer entre deux guerres, donc je vous montre comment un petit peu ce qui reste. On est passé de 130 sucreries maintenant en 1860 à une quinzaine de sucreries entre les deux guerres. Vous voyez ici les groupes qui managent, qui sont propriétaires de ces sites, et en particulier Sucrerie Coloniale, Ravine-Preuss, Sucrerie Coloniale Zubel, ainsi de suite, Sucrerie Coloniale Beaufort. Bon, derrière ces sucreries coloniales, avec le nom est un petit peu caricature pour une époque au XXe siècle, on va bientôt partir sur la départementalisation, mais ce sont des banquiers. Donc ces gens-là, je dirais, il y aura des crises avec beaucoup de petits planteurs et de problèmes d'emprunts non remboursés. Il n'y a aucun état d'âme derrière, ce sont des hommes d'affaires qui vont mener les usines, mais qui aura quand même un mécontentement social qui fait que lorsqu'on arrive en 1955, ils se sont transformés en compagnie française du sucre, et ensuite ils vont sortir de ce milieu-là. On appelle ça l'âge d'or, puisqu'on est arrivé à 3 grands groupes, donc il y a quand même un effet de rationalisation de l'industrie sucrière à La Réunion. On est arrivé sur maintenant les établissements Léonus Bénard, donc Le Gaulle, Pierrefonds, Caserne et le Total. Et en fait, vous voyez ici Adrien Bélier, donc on retrouve au tout début en 1815, je parlais de Bélier-Montrose à Quartier Français. Bon, c'est devenu, après, par des alliances et autres, et des histoires familiales, le groupe Adrien Bélier, qui sera un groupe industriel très puissant au XXe siècle à l'île de La Réunion, et qui détient Bois-Rouge et d'autres intérêts économiques à La Réunion. En 1975, on parlera de rationalisation, donc des 4 groupes, on parlera du premier Yalta du sucre à La Réunion, parce que chacun on va se répartir les usines.
Hein, il y aura une concentration terrible avec la disparition donc, du CFS, donc la Compagnie Française des Sucres, et il ne reste plus que Sucrerie de Bourbon. Dans la deuxième partie du XXe siècle, deux hommes, pour nous, dans l'industrie sucrière, sont importants et je dirais, vont être les leaders de l'industrie sucrière de La Réunion. Aussi bien comme gérant d'entreprise, hein, Maxime Rivière, qui est le gendre d'un des fils à Payette. Lorsque Payette, on va avoir ses déboires sur la côte est, c'est qu'on va lui dire au niveau politique, écoute, il faut mettre un peu de côté. Ce sera son gendre, Maxime Rivière, qui va prendre quartier français, et c'est un gendre avec, c'est pas seulement là pour une fois le beau-fils qui prend l'affaire et qui fait échouer. Non, c'est un monsieur Supélec, un très grand théoricien du sucre, et Émile Hugo, qui est encore peut-être une pointure au-dessus, simplement il s'est fait connaître encore plus au niveau international, qu'on appelle dans le sucre au niveau international, c'était le monsieur sucre des années 70-80. Donc il est invité par il fait toutes les grandes conférences du sucre au monde, et il fait, par exemple, il aura la présidence du salon sucrier à Porto Rico dans les années 60. Mais pas que pour du prestige, c'est-à-dire que ce sont des gérants d'entreprise, mais Émile Hugo aussi, c'est un polytechnicien, bon, un ancien capitaine, il a eu des succès, enfin il a un parcours militaire remarquable, et au niveau, alors Hugo, c'est vraiment la capacité à tout mettre sur une équation à partir du site industriel. Donc c'est le pragmatisme et le côté anglais où on met tout, on transforme tout en équation, bien sûr, toute la base mathématique et physique, une puissance de calcul donc phénoménale, et c'est pour ça qu'il est connu internationalement. Bon, en plus, je dirais, ces Réunionnais développent quelque chose qui n'est pas courant à l'époque, c'est ce qu'on appelle le terme en anglais benchmarking, aller voir ailleurs comment ils font, et pour en tirer le meilleur pour mon activité. Et donc Hugo est toujours en contact avec les plus grands sucriers cubains, de la Colombie, du Venezuela. Moi, quand je pars, il y a cette chance-là dans l'industrie sucrière où les portes sont ouvertes lorsque vous visitez ces sites sucriers. Et les portes sont d'autant plus ouvertes quand vous venez de Sucrerie de Bourbon, qui a été dirigée par Émile Hugo. Donc j'avais des facilités. Et vous trouvez ce bouquin, aussi bien, et ça a été traduit en vietnamien, je crois même au Laos, en hindou, en sanskrit, je ne sais plus, en anglais bien sûr, le Ken Sugar Book, vous le trouvez dans tous les bureaux des directeurs sucriers sur toute la planète. Jusqu'en début des années 2000, enfin, c'est la référence, c'est notre bible technique. Donc quand on veut revoir quelque chose, surtout sur la partie extraction du sucre, c'est beaucoup de bases techniques et mathématiques pour comprendre, pour mettre en place le process. Et il a créé bien sûr à La Réunion, il travaille évidemment, il est bien sûr dans la chambre d'agriculture, etc. Et une des problématiques qu'on a vues, c'est combien je vais payer ma canne, donc aux planteurs. Et donc ce sera avec d'autres personnes, les formules Hugo, pour mettre en place le système de paiement qui fait encore débat, que vous entendez régulièrement dans l'actualité, à chaque campagne sucrière, où une convention est signée pour quelques années, qui est remise sur le tapis après lorsqu'il y a un renouvellement. Et puis bien sûr, beaucoup d'autres de formules qui sont peut-être parfois un peu dépassées pour les techniciens aujourd'hui, mais qu'on a dans son bouquin pour travailler sur toute la partie sucrerie. Alors, j'ai eu la chance de connaître Émile Rivière, qui était beaucoup plus, je dirais, moins passe sans rire, et beaucoup plus social et avenant avec les ingénieurs dans une autre pratique, un autre management, alors qu'il était concurrent à l'usine où j'étais. Une fois, je suis à une réunion justement pour discuter de la future formule de paiement de la canne. Je suis arrivé un petit peu tôt. Et on avait eu une discussion avec Maxime Rivière qui me dit, écoute, nous on est parti avec Émile qui a disparu sur l'extraction et tous les calculs de richesse, reste pas là-dedans, part vers la cristallisation. Je dis, c'est exactement ce que je suis en train de faire, travailler plus sur la chimie, qui est plus ma spécialité, sur la chimie du sucre et la cristallisation.
mais c'était un inventif aussi bien. Il profitait qu'à La Réunion, où le coût de main-d'œuvre, c'est ce qu'il lui-même avait défini comme l'obstacle et le paradoxe de l'industrie sucrière à La Réunion, c'est qu'on est confronté à l'échelle de notre île et à son système qui est mis en place, le système ilien. Et donc, il avait des très fortes idées d'optimisation, mais comme c'était plus un pragmatique et qu'il voulait le faire directement, il était beaucoup plus direct, Maxime, qu'Émile Hugo, pour tenter des choses. C'est-à-dire que le samedi-dimanche, il profitait des arrêts usines pour dire à ses ingénieurs, on modifie ça, on lance ceci, on essaie le principe que je veux voir de l'exfoliation sous vide pour voir si je peux extraire plus de sucre. Et le lundi matin, quand l'usine devait démarrer, il y avait parfois des déboires, mais je dirais il assumait auprès de Xavier Thiéblin, qui était le grand patron du quartier français, qui disait, bon ça y est, Maxime Rivière a encore fait les siennes pour qu'on ne puisse pas démarrer l'usine lundi matin. Mais bon, il avait un tel aura, un tel prestige technique, vous ne pouvez pas le reprendre sur beaucoup de choses. Alors d'autres hommes, puisque Patricia m'a demandé de présenter un petit peu voilà, le savoir-faire réunionnais sur cette dernière partie du XXe siècle, on a bien sûr aussi un savoir-faire agronomique à La Réunion, et ce midi j'étais encore avec l'équipe de ERCAN, qui avant s'appelait le CERF. Et le CERF a été créé par un certain Émile Boyer de la Girodet, avec la canne, ça ne se fait pas comme ça, on ne prend pas n'importe quelle bouture, c'est un travail comme pour la pharmacie, vous pouvez mettre, maintenant il y a des procédés un petit peu plus accélérés, vous pouvez mettre 10 ans avant de accepter qu'officiellement vous donnez au planteur une variété de canne adaptée à son sol, à sa région, que ce soit dans un pays ou sur notre île. Et la R570, bon, ensuite il y aura des R, aujourd'hui la R579, sont les variétés de canne R pour La Réunion. Alors quand vous verrez maintenant, quand on parle d'une variété de canne, vous verrez une lettre devant, vous verrez B pour les Barbades, CO pour Coimbatore. Donc vous pouvez essayer d'imaginer quand vous verrez une variété de canne avec un autre nom que le R de La Réunion devant. Il a créé cette fameuse R570, et pour la petite histoire, l'année dernière, le génome de la canne a été séquencé entièrement à partir de la variété R570. Bon, alors pas à La Réunion, avec des équipes de recherche des États-Unis, d'Europe, d'Autriche, parce que le génome de la canne est plus complexe que le génome humain. Vous pouvez avoir des répliques de chromosomes, quand nous on a simplement un chromosome, donc vous pouvez trouver le même en multiplié dans une cellule de canne 3 ou 4 fois. Donc c'est assez complexe pour aller traiter le séquençage de la canne. Donc ça c'est pour l'anecdote chimique, mais ça vous montre un peu qu'on reste une référence internationale. Et ce laboratoire de ERCAN qui est entre Sainte-Marie et Sainte-Clotilde, il y a toujours en relation avec les sociétés qu'on appelle ICUMSA d'analyse du sucre, etc., pour être un laboratoire agréé au niveau international pour une référence pour le travail technique dans les sucreries. Langrenet, c'était un directeur technique qui a développé un appareil continu à Beaufort à l'époque et qui était peut-être le plus ingénieux des appareils continus en cristallisation. Mais comme tout procédé industriel, ce n'est pas forcément ce que vous êtes le plus ingénieux que ça va se commercialiser, se vendre. Et malheureusement, c'est brevet. Il y aura quelques essais, des usines que j'ai vues en Amérique et ailleurs, mais ça n'a pas donné le succès industriel attendu. Et je mentionne Jacques de Châteauvieux et les sucres spéciaux. On va aborder une chose maintenant sur les sucres maintenant à l'île de La Réunion. Je vous ai parlé des raffineurs français donc pendant des années où on a donné notre sucre vrac. Et Châteauvieux, à un moment, s'est dit dans les début des années 90, pourquoi je vais laisser les Européens, la raffinerie de Nantes ou de Marseille, les Béguincés de l'époque, faire leur marge sur notre sucre. Donc on produisait encore 200 000, 250 000, et pour son usine, qui était de l'ordre de 50 000, 60 000 tonnes de sucre, s'est dit je vais faire des sucres spéciaux. Sucres spéciaux, c'est simplement plutôt que mon vrac ne soit un sucre donc non commercialisable, parce que ce n'est pas encore un sucre de bouche, ça part dans les bateaux, dans les caisses, etc. Il n'y a pas eu un traitement. On va faire un atelier spécial de cristallisation de sucre roux, et on va aussi faire des gammes de sucre
Donc j'ai pu participer à ces expériences, au développement de ces sucres spéciaux, où on va faire des tailles de grains de sucre en fonction de ce que me demande un client en Europe. Donc il s'est directement adressé aux grands groupes agroalimentaires anglais, espagnols, italiens, français, pour dire, ok, pour votre confiture, pour vos biscuits, qu'est-ce que vous recherchez? Une couleur de sucre. Alors il y a une unité là-dessus, tout simple. Plus un sucre est coloré, plus on va vers 1000, 2000, 3000 de couleurs. Donc à La Réunion, on sait faire ces sucres-là. Et des industriels veulent du 1000 de couleurs, 2000 de couleurs, 3000 de couleurs. Et ils sont prêts à mettre le prix pour ça. Vous lui donnez avec un grain spécifique, une taille de cristaux, et bien sûr une couleur spécifique. Et donc petit à petit, plutôt que donner ces 50 000 tonnes aux raffineries de Nantes et de Marseille, on a commencé à faire 5 000, 10 000, 15 000, il a cherché ses clients. Et aujourd'hui, Tereos, sur les deux sucres, produit entre 50 à 60% de sa production. Ce sont des sucres spéciaux. Le savoir-faire, il est venu de Bois-Rouge au début des années 90. Et notre porte de sortie, pour toujours valoriser qu'il y ait plus de valeur ajoutée qui reste à La Réunion, c'est d'aller vers la production de sucres spéciaux. Alors dans ces années 60 et cette deuxième partie de siècle, bon, l'ingénierie française s'est énormément développée. Il y a beaucoup surtout au nord, sur l'île, le bassin de Roubaix, etc., où des gens, des betteraviers, il y a beaucoup de groupes d'ingénierie qui sont devenus des leaders européens ou mondiaux dans certaines technologies. Et il y aura, je dirais, un win-win, un échange industriel au bénéfice des groupes français qui ont un savoir-faire, mais qui se disent aussi à La Réunion, sur les sites industriels qui restaient encore Beaufort, Grand-Bois, etc., ces gens-là savent ce qu'ils font et ils font le sucre de façon, je dirais, rationnelle. Et donc on va tester nos machines sur l'île de La Réunion. Donc souvent, bon, il y a un cocorico en disant oui, on a fait un premier appareil à cuire continu qui est là, ça c'est une machine, un appareil à cuire continu au Brésil. Ici, ce sont des centrifugeuses continues du groupe Fifkai. Alors Fifkai, voilà, on développe ou on optimise l'appareil à bois rouge, on voit un petit peu les défauts, l'année d'après on améliore les choses qui n'allaient pas en campagne, et quelque part ça a bénéficié au niveau de technicité de La Réunion, et on venait de toute la planète, parfois même au niveau, pour moi un peu caricatural, on est passé sur des cuits continus, ce qu'on appelle en 3G de cristallisation, on faisait tout en continu. Bon, quand on a dû faire Châteauvieux, par exemple, créer son atelier des sucres spéciaux, ça c'est intéressant pour faire du sucre vrac ou du sucre sans beaucoup de qualité, mais quand on veut travailler les sucres spéciaux, on part sur des appareils à cuire discontinus, où on contrôle la cristallisation, le grain, de façon avec beaucoup plus de minutie, et pour sortir ces sucres spéciaux. Mais malgré tout, voilà, c'était ces usines pilotes, on a créé ça. Bon, et bien sûr, vous connaissez ce qui est maintenant encore le développement sur les chaudières bagasse et la cogénération. Alors, parfois, quand je discutais avec les Anglais, ils me disaient, bon, oui, vous faites de la cogénération avec de la bagasse, vous exportez maintenant votre électricité. Alors, ça s'est lancé à La Réunion très vite aussi, c'était ailleurs, c'était à l'île Maurice, c'était en Louisiane, c'était dans d'autres sucreries, avaient déjà compris le principe d'exporter que la sucrerie devenait maintenant avait une deuxième source de revenus. Je produis du sucre et je mets sur les réseaux de l'électricité, donc j'ai une autre entrée d'argent. Donc dans d'autres pays, c'est vraiment le groupe sucrier qui maintient son savoir et sa chaudière. À La Réunion, ça a été parti, c'est quelque part, les sucreries ont perdu la main sur la chaudière, on a donné ça à EDF et à Albioma aujourd'hui, en disant on vous donne la bagasse, vous nous donnez de la vapeur. Et vous, à partir de la bagasse, vous faites de l'énergie et vous nous redonnez quelques kilowatts et de la vapeur. Bon, je schématise. Mais il y avait ce défaut un petit peu quand même, cette épine dans notre pied, c'est-à-dire qu'on était en train de faire quelque chose de bien au niveau chimie verte, la biomasse, mais quand l'usine s'arrête le samedi-dimanche, il fallait continuer à faire de l'électricité pour La Réunion et on passait sur le charbon. C'était le charbon sud-africain qui venait jusqu'en début des années 2020 et on est passé maintenant sur de la biomasse, chaudière biomasse. Donc vous voyez cette photo aérienne de l'usine de site simplement thermique d'Albioma, des chaudières avec maintenant ces stocks
de ce stockage de la biomasse. Donc je reviens un petit peu sur ce savoir-faire de l'île de la Réunion. On est à un Creusot ici, ce benchmarking qu'on a développé, et c'était intéressant pour tout le monde de venir à la Réunion parce que, en particulier les Sud-Africains, pendant l'apartheid, eux-mêmes ils étaient confrontés par leur régime politique à avoir des blocus économiques et techniques. Donc l'industrie minière et sucrière de l'Afrique du Sud s'est développée de façon un petit peu indépendante, mais ça les intéressait, ils ont toujours maintenu un lien avec la Réunion pour voir ce que font les Réunionnais au niveau énergétique, qu'on avait le savoir-faire des betteraviers, puis qu'on développait à la Réunion, nos propres systèmes. Et la Réunion, bien sûr, moi je l'ai visité plus d'une fois, et avant moi, d'autres ingénieurs, on partait en Afrique du Sud pour discuter technique et voir les échanges qu'on pouvait avoir avec l'Afrique du Sud. Et donc ce carrefour, c'est une industrie, c'est pour ça que ce savoir-faire, il était aussi bien à s'appuyer sur bien sûr la base académique en France, l'industrie betteravière qui a besoin d'être très efficiente au niveau énergétique pour être performant, et donc le savoir-faire des betteraviers au niveau thermique, on le ramène à la canne, et on échange avec les sucriers du Natal, et bien sûr de l'Australie et de Java. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une spécificité, et c'est 200 ans d'histoire technique et économique sur l'île de la Réunion. Et, alors rapidement, je vous donne quelques chiffres pour passer vite sur le sucre aujourd'hui dans le monde. On sait qu'on est devenu évidemment toujours encore plus un confetti au niveau production. C'est 180 millions de tonnes de sucre produit, 140 millions de tonnes à partir de la canne, et 40 millions en gros, toujours qui se fait à partir de la betterave. Donc on est 80% du sucre et vient de la canne. Il reste 20% pour la betterave. Le plus gros producteur, le Brésil. L'Inde, le premier consommateur évidemment par sa population, mais c'est aussi un consommateur et un producteur de canne puissant. Mais le Brésil produit 44,5 et exporte près de 35 millions. Et la Chine, bien sûr, qui est un gros consommateur par sa population. Il y a des sucreries en Chine, mais pas suffisantes pour la taille de la population. Au niveau de la production, donc les chiffres que je vous ai donnés, voir l'évolution depuis 1900, pour arriver à 180 millions de tonnes en 2024, le développement de l'industrie, de la production du sucre de canne, et vous voyez que la betterave reste de l'ordre de 40 millions au bon an mal an, et donc aujourd'hui ne représente plus que 20%. Alors le sucre roux, le Brésil exporte, vous me dites, il exporte vers quel pays? Alors essentiellement maintenant sur toute l'Europe centrale, l'Asie énormément, l'Asie centrale, qui n'ont pas cette capacité de production de sucre. Le sucre de canne se fait bien sûr dans l'hémisphère sud principalement, jusqu'au Mexique, en Louisiane et en Floride. Et par exemple les États-Unis, bon, il y a une partie canne ici et une partie betterave. Au Canada, une partie betterave. Et vous avez des pays comme le Maroc ou l'Iran qui sont capables de faire canne ou betterave. Bon, pour le Maroc, en ce moment, c'est quelques dernières années, avec une sécheresse qui perdure, on ne fait plus grand-chose. C'est une industrie là qui vivote, mais le savoir-faire marocain essaye de maintenir et de redévelopper avec les technologies disponibles pour maintenir leur industrie sucrière. Alors, ce commerce-là, j'en parle un petit peu, puisque nous, voilà, on s'éloigne des raffineries. La France a perdu ses raffineries, de toute façon. Les raffineries de Nantes et de Marseille sont fermées. Elles étaient plus économiquement rentables. Elles étaient un peu comme à La Réunion. Je suis allé visiter la raffinerie de Nantes avant qu'elle ferme. Elle était sur le modèle des sucreries, c'est-à-dire que samedi, dimanche, toute main-d'œuvre, etc., coût énergétique trop important. Et on arrête la raffinerie, ce qui est un non-sens quand on est dans ce métier. On est toujours à travailler en continu, 7 jours sur 7. Et donc, pour alimenter ce marché asiatique, c'est essentiellement le Brésil, la Colombie, le Nicaragua qui fournissent, avec le géant brésilien. Ce sont des bateaux de l'ordre qui peuvent aller jusqu'à 50 000 tonnes. Donc, si vous regardez, c'est 4 bateaux, c'est la production de la Réunion qui sortent du port chaque mois, hein, donc très rapidement, qui vont partir vers des méga raffineurs.
Et ces méga raffineurs, ils sont autour du Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen, en Algérie, qui a une puissance de production de sucre énorme par rapport à sa population, au Qatar, à Dubaï. Vous avez des énormes raffineries de sucre qui reçoivent ces bateaux, qui sont capables de stocker 1 million de tonnes de sucre vrac, parce que leurs usines travaillent à entre 5 000 et 7 000 tonnes de sucre raffiné, commercial, qui sortent chaque jour. Donc, avec ce développement qui part essentiellement sur l'Asie. Donc, la raffinerie, on ne sera évidemment pas compétitif par rapport à ces géants du sucre. Donc, j'arrive un petit peu à la fin sur notre thème des enjeux pour l'industrie sucrière. C'est la vision de Philippe, hein, vous allez en faire la vôtre. Moi, je suis un sucrier indépendant et je suis plus constamment sur l'île de la Réunion. Et je vous donne ma position en tant que sucrier. Alors, si on se compare aux autres îles, souvent on a entendu, vous avez certainement entendu, oui, on n'a qu'à faire comme Hawaï, arrêter l'industrie sucrière, on se portera mieux. Hawaï a arrêté son industrie sucrière, oui, elle se porte mieux, il y a beaucoup de golf. Mais en autonomie alimentaire, Hawaï importe 80-90% des États-Unis, 30 ans après. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de dire j'arrête une industrie. Bon, les Américains ne font pas dans la dentelle. Hein. Le système sucrier à La Réunion est un petit peu différent. Vous savez, c'est une partie entre l'État, l'industriel et les planteurs. Bon, aux États-Unis, il n'y a jamais eu question de mettre l'État dans les affaires industrielles. Donc, simplement, quand l'usinier, c'était plus rentable, on a fermé une boutique. Et en disant, oui, on va faire autre chose. On n'a pas fait grand-chose d'autre parce que ce que vous essayez de faire à Hawaï au niveau culture, il faut que vous ayez vraiment un savoir-faire et une valeur ajoutée. Donc ce que je veux dire par là, c'est un petit peu ma conclusion que je dévoile, mais si vous n'avez pas une spécificité et un savoir-faire, vouloir faire du riz ou de la tomate, je prends au hasard ou de la salade, mais si en face de vous, je vous mets 1 million de tonnes de salade, votre salade elle aura beau être bio, c'est très joli, mais bon, moi j'en mets chaque matin 1 million devant votre porte quand vous en mettez 5 petites salades et vous ne serez pas compétitif. Donc si vous faites de l'agroalimentaire, enfin si vous faites de la culture, et chaque planteur est confronté à cela, il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour ses champs. Et pour l'instant, la canne lui donne encore un revenu où on fait en sorte que la canne lui donne qu'il soit bénéficiaire. Avec notre culture vivrière qui va faire vivre autour. Bon, Cuba, j'en parle même pas, c'est un pays qui faisait 7 millions de tonnes de sucre, autant de Fidel Castro, parce qu'on voulait impressionner le monde. Et aujourd'hui, c'est peut-être 5 usines rafistolées et à pleurer, et ils sont en train de voir qui veut bien reprendre leur site, malgré l'embargo d'une industrie qui a périclité, pour beaucoup de raisons. Donc on ne va pas comparer sur tous ces aspects-là. Java a fourni son sucre à l'Indonésie, qui est un gros consommateur. Et l'île Maurice a fait le choix de 3 usines avec une raffinerie, parce qu'ils se sont mis en zone franche et ils importent du sucre roux et ils exportent du sucre raffiné. Alors on a le défi aussi bien sûr du Mercosur qui intéresse aussi les sucriers à La Réunion. Et donc pourquoi à mes yeux la canne doit rester une valeur. Je ne dis pas que c'est le pilier, ça fait longtemps que c'est plus le pilier de l'île de La Réunion, un pilier économique, mais malgré tout, en valeur ajoutée de ce qui sort en valeur marchande de l'île de La Réunion, c'est 70% des valeurs créées qui sortent. On importe près de 5 milliards à 6 milliards d'euros de tout bien à La Réunion. Bien sûr, c'est l'industrie marchande et non marchande qui est en numéro 1 à l'île de La Réunion, mais le secteur sucre-canne, sucre-rhum-énergie, fait vivre 18 000 emplois directs ou indirects et induits. A priori, il y a d'autres chiffres qu'on peut discuter en fonction des sources. 2800 planteurs, 22 000 hectares, etc. Nos sucres spéciaux qu'on essaye d'avoir de la valeur ajoutée. La bagasse, vous savez, c'est l'énergie. Pour notre île, alors oui, on n'est pas autosuffisant, en termes d'énergie, mais on fait ce qu'on peut. Quand ça s'est créé au départ, on allait jusqu'à 30% dans les années 90, sur certaines journées, quand Bois-Rouge et Le Gol ont démarré leur centrale. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. De la valeur ajoutée, de l'emploi et de l'argent qui reste sur l'île.
Alors ce qui régit tout ça, oui, c'est la fameuse convention Cannes, que chacun d'entre vous peut consulter sur Internet, hein, c'est un document d'État, avec des signatures tripartites, des syndicats, des planteurs, de l'industriel, etc., et des comités qui font le lien entre ces différents pôles. Et la canne aussi au niveau environnemental apporte une stabilité malgré tout, sauf erreur, mais beaucoup d'agronomes et de planteurs eux-mêmes savent très bien que c'est la culture la plus adaptée à l'île de la Réunion. Donc refaire du riz ou du blé, ça n'a pas de sens, si ce n'est genre petite échelle, et si ça donne une valeur ajoutée peut-être pour un certain pour du riz dans certaines exploitations. Mais ça apporte la canne, une ressource complémentaire aussi pour d'autres filières agricoles, du fourrage pour notre industrie bovine. J'ai vu que l'industrie bovine de la Réunion a pris, on est de plus de 2% de plus autosuffisant, donc on est à 30% de autosuffisance alimentaire en termes de protéines et de production bovine, avec un petit gain. Donc cette production bovine, elle s'appuie aussi sur du fourrage qui vient de la canne. Alors malheureusement, les chiffres sont parlants par eux-mêmes. On est passé en 40 ans, en 1984, d'une production de canne de 2 200 000 tonnes à une dernière campagne. Alors ça fait 4 ans qu'on dit chaque année à La Réunion, là c'est grave, hein. Là c'est vraiment grave, hein. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle un peu là. Et donc ça fait 10 ans, et là ces 10 dernières années c'est une chute libre. Bon, à un moment, si là vraiment il n'y a pas un plan Marshall et que l'État, planteurs, etc. se remettent, bon, il y a eu des conditions climatiques particulières. L'année qui vient n'est forcément pas meilleure au niveau de la sécheresse qu'il y a eu dans l'Est. Mais si on ne repasse pas sur un seuil minimum de 1 500 000, ce sera difficile de maintenir la filiale. Avant toute chose, c'est un pilier économique, ce n'est pas la solution miracle pour la Réunion, mais c'est une base. Quand vous éliminez la sidérurgie en Lorraine et que vous arrêtez les moulins et toute une région, ou dans le nord, il y a quelques années de ça, avec les mines et qu'il n'y a pas de plan B, c'est de la pauvreté, de la misère, hein. Il n'y a pas d'autre chose, c'est du chômage et d'autres problèmes qui se créent. Donc, bien beau dire on arrête la canne, j'aimerais bien comprendre pour faire quoi, qu'est-ce que vous mettez à la place et quelle valeur ajoutée, ou vous remplacez les 500 millions d'euros qu'apporte la canne, en valeur d'exportation simplement, sans voir le coût économique, même si c'est 10%, vous importerez 10% de plus de fuel. Donc ces 10% de fuel, c'est pas qu'un petit mot, c'est beaucoup de millions d'euros. Alors ce graphe, je le mets en parallèle avec la population qui est arrivée maintenant de l'ordre de 900 000. On voit que notre population est en train de s'aplatir un petit peu la courbe. On était à 500 000, 550 000 en 1984 et on est à près de 900 000 personnes. Donc ça, ces documents sont disponibles évidemment sur Internet. Sur la surface cannière aujourd'hui de 54%. Et quand on dit qu'on a 5 hectares, il est beaucoup plus significatif que quand vous avez un territoire, un hectare de canne qui vous fait 40 tonnes ou 50 tonnes de canne à l'hectare. Et donc c'est d'abord ça aussi qu'il faut revaloriser pour que chaque hectare on le réoptimise avec la puissance technique agronomique française, hein, et de nos cultivateurs. Ils savent très bien ce qu'il faut faire pour optimiser les champs. Donc il y a des planteurs ici qui font de la valeur ajoutée de façon significative, et il y a tout le savoir-faire à développer avec d'autres planteurs pour améliorer ces rendements. Donc pour moi c'est la première base, avant tout si on veut sauver cette filiale, c'est d'abord de revenir au moins à 1 500 000. Les 2 millions de tonnes, c'est un rêve, ça n'existera peut-être plus. Bon là je fais simplement pour vous montrer donc, la puissance thermique installée à Bois-Rouge et 200 Bois-Rouge-le-Bol, on est à plus de 200 MW. Alors là on voit l'impact de la canne, hein, et sur notre électricité. En 2010, Bois-Rouge et le Bol avaient produit 290 GWh. Hein. Comme il n'y a plus de canne, en 2023 on est à 200 GW, donc on fait maintenant 6% des besoins de l'île. Donc ça c'est les sources qu'on m'a données. Si demain on ne fait rien, on va tomber à 3%, on va importer du fuel, et bientôt même, ce n'est pas la panachée, la solution de la biomasse, mais c'est un choix pour
pour la planète, hein, de travailler sur une économie circulaire, une économie raisonnable, la décarbonation, etc. C'est remettre tout ça en cause. Il y a des choses au niveau technique remarquables qui se font sur l'île. Il y a encore, voilà, comme vous dites, il y a un potentiel humain et technique qui savent très bien ce qu'ils font avec de la haute technologie. Ça ressemble quelque part à un moteur d'avion. Bah, c'est un moteur d'avion qui a été de GA, donc hein, c'est un moteur d'avion moderne qui a été optimisé pour faire du bioéthanol. Ce réacteur, il est à Saint-Pierre, c'est une turbine à combustion pour la distillerie de la rivière du Mars. Peut-être certains d'entre vous savent ce potentiel technique, qui est capable en quelques minutes, après un démarrage, alors oui, au gazoil au départ, mais de travailler sur du bioéthanol, de faire 41 MW. Donc de donner un appui sur les pointes à La Réunion de 41 MW. Le problème, c'est qu'on ne dispose pas, on n'est pas autonome en bioéthanol à La Réunion, loin de là. Et donc cette unité, elle a une petite consommation. Bon, on préfère faire du rhum qui a plus de valeur ajoutée, mais voilà, des petites actions, c'est un ensemble de petites actions qui sont possibles pour, je dirais, maintenir notre industrie au niveau énergétique et calme. Alors, voilà, je parle simplement en tant que sucrier. Qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on peut faire à Bois-Rouge et Le Gol, mais je ne suis pas dans les secrets, je ne suis pas chez Tereos. Je parle simplement en tant qu'indépendant et c'est des pistes à exploiter, à travailler et à voir si c'est possible ou pas. Ils ont certainement leur propre réflexion sur d'autres aspects, heureusement. Et donc, une des pistes, que je vous disais, c'est de toujours faire moins de sucre vrac, plus de sucres spéciaux. Et on peut peut-être partir aussi sur des sucres spéciaux raffinés pour gagner en termes de valeur ajoutée. Évidemment, du rhum. Alors, hier soir, on me disait que le bioéthanol avait très peu de possibilités à La Réunion, puisque au niveau des taxes et pour des coûts, pour l'instant, c'est pas très rentable. Mais tout ça, c'est des questions à mettre sur la table avec l'État et des acteurs industriels. Quand on veut redynamiser quelque chose, si on regarde avec l'ensemble des interlocuteurs, on peut faire il y a, je dirais, techniquement et humainement, il y a le savoir-faire à La Réunion pour faire beaucoup de choses. Pour nos raffineries, pour nos sucreries, Bois-Rouge a une raffinerie. Une raffinerie, elle peut tourner lorsque la campagne sucrière est terminée. Si on crée une zone franche avec notre biomasse, on peut produire des sucres spéciaux raffinés et re-exporter. Et sur les sous-produits, ça fait des boues carbonatées et qui peuvent faire de l'amendement pour les sols au niveau des sols basiques. Et après, c'est de la mélasse ou pour plus de rhum. Ou alors, si la filière rhum a atteint son quota, d'avoir un bioéthanol disponible pour ce genre d'appareil qui est là, ce genre de machine qui est sous-exploité à Saint-Pierre et qui est capable de mettre donc sur notre réseau électrique 40 MW. Ce n'est pas rien. Donc voilà un petit peu des pistes. Éventuellement, bien sûr, la sucrerie de canne, il y a d'autres produits qu'on peut faire avec. On travaille dessus, mais c'est de la recherche à très long terme. Peut-être que Aircan arrivera à faire des nouveaux bioplastiques, trouver des nanomolécules intéressantes, des molécules à haute valeur ajoutée. Donc on y travaille sur certains aspects. Moi, je ne suis pas dans le secret de Aircan, même si je connais l'équipe. Donc voilà un petit peu. Et en guise de conclusion, je dirais, donc je reviens sur la spécificité pour moi. Donc moi, je prône que la filière canne soit toujours intégrée dans notre île, et elle sera encore intégrée pour plusieurs années, puisque l'engagement de l'État, il a mis le doigt dedans depuis les années 1974, et c'est maintenant une vision fait partie dans les États, planteurs et usiniers associés. Et il y a un savoir-faire, donc ce savoir-faire, comme voilà, ce que j'ai essayé de présenter, c'est de montrer qu'il y a 200 ans d'histoire derrière. Mais c'est bien sûr beaucoup de souffrance sur l'esclavage et l'homme, mais c'est aussi beaucoup d'expérience qui est là. Alors l'anecdote, c'est que le Sirac, par exemple, en France, est en train de développer la canne en Corse. Je ne sais pas si vous le saviez. Des champs expérimentaux, on est en train de faire de la canne en Corse.
Bon, s'il y a des ingénieurs, des jeunes sucriers, on ne va pas couper la canne, hein, mais on va mettre ça, j'espère, on va faire du machinisme agricole intéressant. Mais les premiers ingénieurs et techniciens qui pourront, si jamais la Corse demain fait de la canne, avec le changement climatique, les ingénieurs seront en île de la Réunion, j'espère. Et il y en a de très bons. Voilà, et je reviens sur la spécificité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, pour moi, hein, on n'arrête pas une culture où chacun d'entre nous, on a une spécialisation. Moi, je suis sucrier, je ne suis pas pharmacien ou professeur, et donc on est fort dans son domaine, avec vous apporter de la valeur ajoutée. Faire autre chose, partir sur des idées agroalimentaires de base, le planteur il n'est pas couillon, entre guillemets. S'il n'a pas de valeur ajoutée, il n'ira pas. Et s'il n'a pas un savoir-faire, ça ne lui donnera pas grand-chose. Donc voilà, tout ce que j'espère, c'est qu'on aura un raisonnement clair là-dessus pour faire de la plantation qui compense et qui donne de la valeur et je dirais, un revenu décent pour ces cultivateurs. Voilà ma présentation, et le débat est ouvert. Bon, alors je crois qu'on peut encore applaudir notre conférencier ce soir. Je dirais qu'en tant qu'amis de l'université, nous avons passé une commande et cette commande a été largement, je ne sais pas comment on dit pour une commande, honorée. Honorée, merci beaucoup. Largement honorée, la conférence était excellente, très enrichissante et bravo pour tout ce travail. Et bravo pour ce sujet qui nous intéresse fortement à La Réunion. Donc vraiment mille merci. On va passer bien sûr le micro, le débat est ouvert. Monsieur le dernier. Alors j'en profite pour remercier ceux qui sont venus ce soir. Dans l'Assemblée, donc Xavier Le Ternier, qui s'occupera de la future transformation de, si j'ai bien compris, du musée de Vilaine, c'est ça, monsieur Le Ternier? Mais je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je voudrais signaler vraiment l'intérêt de cette conférence parce que j'en sais quelque chose, parler du sucre, c'est vraiment pas facile. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué. Même au 19e, alors que les choses paraissaient très très simples, quand on abordait cette question-là au sein de l'Assemblée, les députés, ils prenaient un temps pour s'imbiber de la question avant de pouvoir en discuter. Parce que ça dégénérait presque en pugilat. Si je vais résumer un petit peu ce que j'ai entendu ce soir, ce serait des hommes, une technique, une tradition et une échelle. Des hommes, pourquoi? Vous avez cité un certain nombre de personnalités, on les connaît moins, Maxime Rivière, Émile Hugo, vous avez dit le nom de Charles Desbassins, de Joseph Martial Wetzel. Il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Je pense par exemple à Charles Colomon, qui était un créole, qui a été centralien. Je pense aux frères Laurie, qui tous les deux ont été centraliens. Léon Colson, qui a travaillé au GOL et qui était polytechnicien. Mais on oublie souvent alors, ces illustres personnages, on les connaît, mais on oublie souvent que ces gens qui sortent des grandes écoles, qui ont un savoir théorique très, très fort, hein, qui ont cette base scientifique, n'auraient pratiquement pu rien faire sans le savoir pratique des hommes qui pratiquaient vraiment, enfin, qui fabriquaient le sucre concrètement, c'est-à-dire ceux qui avaient les mains directement dans le sucre. Et ce que je voulais dire, c'est que cette révolution sucrière, elle a lieu essentiellement entre 1810 et 1800, on va dire 1850. En gros, la période esclavagiste. Or, vous l'avez très bien dit au début, la Réunion n'avait pas de tradition sucrière. Par contre, elle avait une tradition technicienne. Il ne faut pas oublier que quand la Bourbon, à l'époque, quand elle commence à planter le caféier et à fabriquer du café, il y a déjà une transformation proto-industrielle du café. Donc c'est une tradition qui a été acquise, enfin ce sont des compétences qui ont été acquises au fur et à mesure par les esclaves,
et jusqu'à ce que cette tradition technique puisse être mise au service de la fabrication du sucre. L'ingénieur, aussi fort soit-il dans les calculs, aussi puissant soit-il dans sa capacité à raisonner, à prendre de la distance par rapport à ce qui est fait, il n'aurait rien pu faire sans le savoir pratique des esclaves. Et ce qui est particulier à La Réunion, c'est que comme elle n'a pas eu de tradition technique, il a fallu d'abord qu'elle imite un modèle. Et ce modèle, vous l'avez dit au début, c'était le modèle domingois. En fait, La Réunion, comme elle ne sait pas faire de sucre au départ, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va imiter le modèle. Le modèle le plus proche dans l'océan Indien pour elle, c'est Maurice. Et le modèle mauricien, ça n'est pas autre chose que le modèle domingois. Donc il y a une transposition comme ça, assimilation d'une technologie. Puis ces sucres spéciaux qui sont associés à de Châteauvieux, en fait, ces sucres spéciaux existaient déjà au XIXe siècle. Ce sont les sucres qu'on appelait à l'époque les sucres candis, les vergeoises, les lumpes, les bâtardes, la bonne quatrième, la bonne troisième. En fait, il y avait autant de noms qu'il y avait de sucre. Et en fait, c'était exactement ça, c'était la formation des cristaux, la forme des cristaux, la grosseur des cristaux, la couleur des cristaux, qui faisait qu'on donnait tel nom ou tel autre nom à ces sucres. En fait, Monsieur de Châteauvieux, quand il aborde cette question des sucres spéciaux, en fait, il fait du neuf avec du vieux. C'est des choses qu'on savait déjà faire, dont on avait un peu perdu la technologie, parce que il y a eu des pertes de compétences au fur et à mesure que la technologie a évolué, mais cette technologie, ce savoir-faire des sucres spéciaux, ces sucres spéciaux, en fait, on ne devrait pas les appeler les sucres spéciaux, on devrait les appeler les sucres historiques, parce qu'ils ont réellement existé avant. C'est un savoir-faire qu'on avait et dont on avait perdu un petit peu la pratique. Et enfin, l'échelle. Le problème de La Réunion par rapport au sucre, c'est son échelle, c'est sa taille. En fait, elle produit presque rien par rapport à la production mondiale de sucre. J'avais fait quelques calculs à l'époque, c'est entre 0,25 et 0,5% de la production mondiale de sucre. Ce qui ne représente rien. Par contre, là où on est bon, c'est dans la technologie, dans le savoir-faire. C'est parce que justement, on est petit qu'on doit se démarquer par rapport aux autres. Et c'est vrai que du point de vue du savoir-faire, La Réunion s'est démarquée. Là où je suis un peu pessimiste, et je ne suis pas trop d'accord avec vous, c'est sur l'avenir de la filière. Alors, vous êtes sucrier, bien sûr, forcément, c'est une vision une vision positive que vous présentez, mais quand on regarde vraiment, on se rend compte que en fait, la filière sucrière aujourd'hui, c'est un mort-vivant. Excusez-moi d'être aussi brutal, mais elle est perfusée de toutes parts, cette filière sucrière. On lui enlève ses perfusions, elle disparaît. Donc, il se pose la question de si elle disparaît, par quoi on la remplace. Et vous l'avez aussi évoqué dans vos tableaux présentés à l'écran. Je pense que l'avenir de La Réunion reste ce savoir technique, donc il faut voir comment on peut le maintenir autour de la canne, parce qu'il est précieux, naturellement. Mais je pense que l'avenir de l'économie sucrière est très, très sombre. Et par quoi le remplacer? C'est une question qu'on se pose déjà dès le début de l'activité sucrière. On sent que de toute façon ça ne va pas durer. Je pense que si on doit se transformer notre économie, il faut absolument la réorienter vers la production vivrière. C'est vraiment, vous parlez d'Hawaï, Hawaï est une terre volcanique, l'une des plus riches, des plus fertiles de la planète. La Réunion a souvent été considérée comme étant une Hawaï, mais dans l'océan Indien à cause de la qualité de ses sols. La Réunion est fertile. Hawaï a fait le choix d'abandonner la culture de la canne pour faire le choix du golfe. Mais ici, on peut maintenir une certaine activité en relation avec le sucre, mais développer davantage la filière vivrière. Ça rendrait, à mon sens, le prix des denrées ici un peu moins cher, et puis ça permettrait aux gens de convertir. Alors ce qui est difficile, c'est le changement. Quand on est habitué à produire pendant 200 ans le même type de culture, je peux comprendre que changer les habitudes, c'est très difficile. Voilà, c'est ce que
la seule chose que je vous disais ce soir. Votre regard, et vous êtes aussi quelque part à votre manière un monsieur sucre aussi ici. Hein. Alors, Un monsieur l'eau sucrée. un monsieur sucré, voilà. Là, on a devant moi un monsieur Galabé. Et vous êtes le monsieur sucré. Quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Je voudrais juste intervenir, vous avez dit que le sucre c'était 70% de la valeur en exportation. Sucre et rhum peut-être, mais... du coup je suis allé regarder les chiffres de l'INSEE, et c'est 16% derrière le poisson qui est à 30%. On exporte 2 fois plus en valeur en poisson qu'en sucre et rhum combinés. Et donc le sucre et le rhum ne représentent aujourd'hui plus que 16%. Ça a été plus autrefois, mais ça c'est les chiffres 2023. C'est le chiffre pareil sur le ministère, donc c'est à voir, on va travailler, savoir exactement quoi on revient. Ça m'étonnerait. C'est l'INSEE, c'est les statistiques de l'INSEE qui viennent. Poisson. On exporte de la légine, c'est sûr, mais alors La légine, 6 000 tonnes par an. Que représente la réunion pour Tereos? 0,2%. Ils n'en ont rien à faire, c'est peanuts. Et sans les subventions de l'Europe, la réunion ne peut pas vivre. La CAN ne peut pas vivre. L'Europe finance à 100% pratiquement. L'Europe finance et les subventions, voilà, c'est pas d'aujourd'hui, et ça me fait déjà depuis les années 70 où il y a des subventions. Oui, tant que ce que dit M. Perrier, ça fait vrai. Sans subvention, il n'y a plus d'industrie. Mais l'État s'est engagé. Le jour où l'État se désengage, oui, ben on arrêtera la filière. L'État et l'Europe. Mais cet engagement, c'est, pour regarder les textes, c'est un petit peu plus... je dirais, quand j'ai dit en 1974, il a mis le doigt dedans, il n'aurait peut-être pas dû. Mais quand vous avez des conventions, oui, mais voilà, les subventions sont là. Ces subventions existent et l'industrie survit, et cette population fait vivre la canne et le savoir-faire. Et aujourd'hui, Tereos, moi je ne peux pas répondre pour Tereos, je suis un indépendant. La position de Tereos industrielle, s'il y a des gens de Tereos, ils vont vous répondre. Moi je ne suis pas la voix de Tereos ici. Donc oui, Tereos est une multinationale. Ils sont sur le marché sucrier, mais sur le marché réunionnais, ils ont un contrat, un engagement avec l'État. Ils sont pas aussi, je dirais, ils ne sont pas comme un industriel libre au Zimbabwe ou au Brésil ou dans la technologie, ou avec les accords chez les betteraviers qui ont d'autres types d'accords. Donc l'accord CAN qui est signé de 2022 à 2027, qui sont, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais là c'est en train de se renégocier et ça va repartir pour une convention. Le jour où la convention s'arrête, contrat CAN, il n'y a plus de tripartie, oui, l'industriel peut dire je fais je prends telle et telle disposition. Oui, j'ai une question. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très enrichissant. Et je voulais juste vous poser une question, je ne sais pas si vous avez la comparaison, vous avez terminé votre exposé aussi sur le rendement à l'hectare en disant qu'à La Réunion, nous étions très bons sur ce plan-là. Est-ce qu'il y a une comparaison avec Maurice, par exemple, au rendement à l'hectare? Et à part ça, je voulais juste préciser autre chose à propos de la culture de la canne disparaître complètement. On a quand même un souci de préservation des sols lié à la pente et à la rudesse du climat avec les cyclones. Et il est vrai que une des raisons, enfin un des arguments qui est souvent proposé par les sucriers, ceux qui souhaitent maintenir la culture du sucre dans l'île, c'est aussi la préservation du sol par la canne. Et c'est vrai que la culture du brouillard, voilà. En ce qui concerne le changement de paradigme,
Il se trouve que lorsqu'on visite les exploitations justement qui produisent des tomates, des légumes, etc., on a quand même un gros souci ici dans l'île, c'est la lutte contre ce qu'on appelle les envahisseurs ou les parasites des plantations, et c'est très difficile, beaucoup plus difficile que sous climat tempéré par exemple. Et c'est pas seulement une question de changement d'habitude, c'est aussi une technicité qui est très difficile à mettre en œuvre. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il faut que les agriculteurs puissent retirer leur épingle du jeu au plan financier. Donc, je repose la question pour le rendement Maurice Réunion. Non, pour le rendement de canne, si vous voulez, c'est pas forcément avec l'île Maurice en particulier. C'est au niveau international, si quand une exploitation, quand on fait du 200 tonnes de canne à l'hectare, on est sur de la haute valeur ajoutée, de la haute qualité de production. On essaye de démarrer sur l'agriculture, par exemple avec du goutte à goutte, etc. En gestion des ressources, parce qu'il y a la ressource en eau aussi qu'il faut préserver. Et quand on fait du goutte à goutte avec des cultures bien contrôlées, quand on part sur du 200 à 220 tonnes de canne hectare, on est sur du très haut rendement, que ce soit à l'île Maurice, chez certains sucriers, enfin chez certains planteurs ou exploitations agronomiques, ou à La Réunion. Alors il y a des climats pour ça beaucoup plus faciles, et puis vous savez que quand on coupe la canne, qui est une plante vivace qui repart, on est pour 4 ou 5 recoupes, avant de refaire son champ de canne. Le rendement va chuter au fur et à mesure. Donc en fonction des sols et des variétés, on va partir de 200 tonnes à 150 tonnes de canne hectare, et l'année d'après ce sera 120 tonnes ou 170 tonnes, si on est parti de 200, et on va chuter jusqu'à ce que le planteur décide de refaire son champ. Donc, parfois on peut durer, c'est ce qui fait toute la force de la canne par rapport à la betterave, on peut faire 15 années. 15 années où on est avec la même souche à couper, et on repart, et on est toujours sur des rendements de 80 tonnes, 90 tonnes hectare. Bon, c'est parfois exceptionnel sur certains climats. Mais quand on chute en gros vers 40-50 tonnes, en général, c'est un champ qu'on va régénérer, rafraîchir, passer en jachère et ensuite revenir en canne. Est-ce qu'il y a des engrais dans la canne? En culture, oui, on met de l'engrais. Et est-ce que ce ne serait pas une idée de faire du sucre bio? Est-ce que ce serait un sucre qu'on pourrait vendre plus cher? C'est une piste qui a été exploitée, et Tereos l'a regardée pour La Réunion. C'est une piste déjà exploitée dans beaucoup de pays du monde. Et a aidé Cuba pour faire ses sucres bio. Le Mexique, des Nicaragua en fait, la Colombie. Ce sont des marchés de niche. Et en fait, à l'échelle de La Réunion, et maintenant ce marché est déjà très développé en Europe. Il se joue essentiellement le marché de sucre bio à Amsterdam, chez les Hollandais, et il diffuse sur toute l'Europe, les Allemands en sont friands, mais ça reste un marché de niche. Si on payait ponctuellement 5 jours avec des très mauvais rendements. Et donc ce gain-là, ça c'est chez Tereos qui regarde ça, et si c'est viable économiquement ou pas. Ça a été essayé, pour l'instant c'est difficile d'aller concurrencer le Zimbabwe ou d'autres pays qui font ces sucres bio, qui ont déjà leur niche de développement de négociants, de représentation en Europe. Bon, juste pour moi, c'est la vision économique, on va pas, la vision technique, on ne va pas faire le débat là-dessus sur vous disiez les sucres spéciaux qui existaient. Oui, au 19e siècle, il y a quand même, entre le granulé, ce qui se fait en cuite aujourd'hui de façon technique sur le développement des grains, et le savoir-faire maintenant, où on est vraiment sur une base physique et chimique. Et, je dirais, avant, on considérait le cuiseur, vous savez, autant que moi, le cuiseur était un peu dans l'usine, on ne pouvait pas toucher à l'opérateur cuiseur parce que c'est lui qui a le savoir-faire pour faire la cristallisation. Bon, maintenant, on pilote des cuites en automatique, donc ça c'est la vie industrielle, il y a encore un bon cuiseur derrière,
Mais ces sucres spéciaux, bon, qui se sont développés quand on parle, évidemment, Châteauvieux n'a pas eu l'idée première en quelque sorte, mais c'est toujours savoir la rationaliser et l'exploiter. Mais comparé avec le sucre du 18e, si vous voulez, où c'était des pains de sucre, où j'ai lu, oui, tous les types de sucre, la Saint-Domingue donnait plus d'une quinzaine de sucres alors, sur son marché. Mais c'était aussi, je dirais, un sucre grossier où il y avait aussi sur il n'y avait pas de sélection variétale de la canne. Donc vous faisiez, je dirais, l'exploitation d'un tel avait un jus de canne rouge ou plutôt vert, était chargé en minéraux ou pas, et donc il donnait une certaine spécificité des sucres. En Europe, on l'acceptait, ou on essayait de trouver une niche, mais ce n'était pas forcément dans le concept, je dirais, de faire un grain particulier. Ça sent un petit peu, bon, les innovateurs là-dessus sont beaucoup les Anglais avec les Demerara et autres qui ont cherché que, je ne sais plus qui c'est qui me disait hier, la première fois qu'il voit des sucres roux, un Européen, je ne sais plus quel collègue, un gars, il voit ça, il découvre le sucre roux à Londres. Le sucre, en France, on avait le sucre blanc et on est habitué à ces carreaux de sucre et le sucre blanc. Et les Anglais étaient beaucoup plus friands de rechercher une couleur, ce sucre roux de qualité, avec une teinte, je suis daltonien, c'est pour ça que je me suis spécialisé en raffinement, dans les couleurs. Mais c'est ce qui fait que cet attrait de la couleur, du soleil, etc., c'est un autre marché de sucre auquel on peut donner d'autres noms. Tereos maintient cette image des sucres spéciaux, bon, ça fait toujours atelier un peu secret. Moi, j'y ai travaillé pendant 4 ans, je connais ce qu'on fait, je sais ce qu'ils y font. Mais voilà, enfin, c'est un petit peu entre le granulé et avant le pain de sucre ou la couleur, c'est quand même une autre matière. Pour compléter ce que vous dites, c'est vraiment Wetzel qui a mis en place, je parle en termes de granulométrie. Oui, quand il partait sur les premiers appareils à cuire. Cristal de sucre. C'est vraiment à La Réunion que ce type de sucre a été fabriqué, parce que c'est Wetzel avec son appareil, que vous avez montré à l'écran, ce qu'on appelle les rotateurs. En fait, l'appareil a été tellement bien conçu et fonctionnait tellement bien qu'il suffisait d'ajuster les manettes, pousser un peu plus la cuite, parce que en fait l'appareil Wetzel, c'est un appareil de cuite, et en fonction des ajustements qu'on faisait, que le sucrier faisait dans cet appareil, il obtenait soit des grains gros, soit des grains fins, soit des grains plus colorés ou moins colorés. Et en fait, en faisant ajuster ces paramètres-là, il répondait à une demande en métropole et en Angleterre et en Australie, parce que l'Australie était un pays qui était très consommateur de ces sucres spéciaux. Et là, d'ailleurs, les productions sucrières qui sortaient des usines sucrières qui étaient équipées de machines Wetzel allaient en Australie. Parce que ça ne s'écoulait pas en Europe, enfin, ça ne s'écoulait pas en France, parce qu'en France, cette production sucrière qui sortait des machines Wetzel, elle était considérée comme un sucre raffiné et donc surtaxé. Donc ça n'allait pas en France, ça allait en Australie. Voilà. Oui, il y avait un moment sur le marché australien pour les producteurs vietnamiens. On prend quelques minutes avant de redonner la parole. Je remercie tous ceux qui sont venus ce soir et qui partent. Ce sont des amis ? D'accord, merci beaucoup. Et je voulais aussi nous présenter nos excuses. Nous avons démarré avec un quart d'heure d'avance. Et donc vous étiez nombreux arrivés, ne soyez pas inquiets, nous sommes responsables d'avoir démarré un petit peu plus tôt. Et j'en suis ravie. Et peut-être, Philippe, vous voulez poursuivre un petit peu, quelqu'un d'autre dans la salle ? Non ? Oui. Eh bien, moi, je remercierai d'abord notre conférencier. Et le savoir-faire est nommé ensuite. Encore merci à la d'échelle de M. Le Fermier. C'est certes, on est un confetti, comme vous disiez, on n'est rien du tout, mais quand même, dans l'histoire du sucre, tout notre savoir-faire, il faut qu'on retienne celui-là. Et puis, je voulais remercier aussi Madame Paradément pour le département qui nous ouvre pour la